Parce qu'un morceau de terre qui s'en va, c'est un village qui se meurt. Un peuple sans terre, c'est toute une histoire qui s'éteint. Une identité qui disparaît. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à Titre Foncier, une coproduction d'Icalo TV Actu Info. Titre Foncier est une émission bimensuelle qui se veut être une plateforme d'information, de formation, de sensibilisation sur les questions foncières, mais aussi un espace de dénonciation des abus dont vous les citoyens, nous les citoyens, sommes victimes. Pour nous accompagner ce soir, dissiper nos doutes et éclairer nos lanternes, nous avons sur ce plateau M. Georges Syriac Sabiam, que nous tenons à remercier. Georges Syriac Sabiam, bonsoir. Bonsoir Guy Thomas Épée, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne d'Icalo TV. C'est un plaisir agréable de compter parmi les consultants que vous avez choisis pour conduire cette thématique aux importances pluridimensionnelles. Quand je parle d'importance pluridimensionnelle, il faut voir ici l'importance didactique, parce que si le savoir est une arme, il est important que les téléspectateurs de Icalo TV soient armés. Une importance juridique, parce qu'il faut démystifier la problématique sur le foncier, et une importance sociopolitique, parce que justement le foncier est à l'origine de nombreux conflits. On a aujourd'hui le conflit russo-ukrainien, le conflit israélo-palestinien, le Cameroun en a fait l'expérience, et une importance économique, parce que justement l'économie, le titre foncier est une forme de garantie aujourd'hui qui peine à être crédible au regard justement de son insécurité. Donc c'est un plaisir pour moi d'être le consultant qui va conduire avec vous, à vos côtés bien sûr, cette émission. Merci Georges Syriac. Alors, présenter Georges Syriac, je crois qu'il a fait de manière aisée. Georges Syriac est sociologue, il est expert en droit foncier. Et je suis convaincu que nous saurons profiter de ta grande expertise et de ton immense savoir en sociologie. Alors, pour planter le décor, Georges Syriac, comment pourrais-tu en quelques mots nous définir le régime foncier au Cameroun? En quelques mots, si vous le dites, le régime foncier, de façon claire, simple, c'est justement l'ensemble des règles juridiques ou alors des règles coutumières, ça dépend. L'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux relations qui existent entre l'individu ou un groupe d'individus à la terre et toutes les ressources qui tournent. Quand on parle de la terre, il faut voir la terre dans son aspect atmosphérique, dans son aspect souterrain. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire du régime foncier, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent aux relations que l'homme, l'individu, exerce au quotidien, ou alors la relation que l'individu a au quotidien avec son espace vital qui est la terre et son environnement, de façon simple. Alors Georges Syriac, deux idées apparaissent après ta présentation. Tu as parlé de l'aspect souterrain et de la relation à la terre en général. Y a-t-il une spécificité en droit foncier par rapport à l'espace, comment je peux dire, à l'aspect souterrain de la terre? C'est-à-dire, pour le dire simplement, le propriétaire d'un terrain est-il propriétaire de son terrain et de ce qu'il y a dans le sous-sol? C'est une pertinente question. C'est une question qui pose un principe et une exception. Le principe, c'est que, et ça c'est d'après ce que dit je crois le code civil applicable au Cameroun, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Je reprends, la propriété du sol. Lorsque vous êtes propriétaire, ça c'est le principe. La propriété du sol emporte celle du dessus. Donc tout ce qui est au-dessus de ce sol, vous en êtes le propriétaire.
tout ce qui est en dessous de ce sol, vous en êtes le propriétaire. Et maintenant, il y a des exceptions. Il y a des exceptions pour justement des impératifs économiques, des impératifs d'intérêt général, ou des ressources que vous avez dans votre sous-sol ne vous appartiennent pas. Imaginons, dans votre sous-sol, dans votre sol, on découvre une manne pétrolière, on découvre du diamant, on découvre de l'or. À ce moment, l'État, justement, va se dresser face à vous, mais justement, moyennant des dispositions prévues non seulement par le droit international que le droit interne, l'État va justement procéder à une expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, de principe, tout ce que vous avez en dessus et au-dessous de votre sol vous appartient. Par exemple, sur votre sol, vous creusez un puits. Cette eau-là, qui est une ressource naturelle, vous en faites usage, vous êtes pratiquement le propriétaire, à moins que la loi en dispose autrement. Donc voilà, pour répondre à cette question de façon simple, pour la bonne compréhension des téléspectateurs, la propriété d'un sol emporte celle du dessus et du dessous. Alors je note avec les téléspectateurs certainement que la terre est un bien absolument précieux, un bien à préserver. Alors cette question, cette réponse m'amène à te poser une autre question, que tu nous parles un peu des catégories du domaine foncier qui sont reconnues par la législation camerounaise et quelles sont les spécificités respectives. Peut-être avant d'arriver à cette question, il serait d'abord important pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui nous écoutent de comprendre d'abord les sources du droit foncier. Parce que si on ne parle pas des sources, on risquerait d'être un peu perdu au niveau justement de sa spécificité. Il faut donc distinguer ici principalement deux sources. Il y a d'abord les sources de droit international et les sources de droit interne. Au niveau des sources du droit international, je vais faire justement référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de l'homme de du 10 décembre 1948, notamment dans leurs articles 17, parce que les deux textes que j'ai évoqués précisent à l'article 17 comment justement la propriété est le bien d'une personne et que la personne ne saurait en être dépossédée si ce n'est pour cause d'intérêt public. Et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples revient à la charge dans son article 14, qui justement reprend en quelque sorte les dispositions des deux lois internationales les deux textes que je viens de citer. Et pour justement faire un saut dans le droit interne au Cameroun, je commence par la Constitution du Cameroun, qui naturellement dans son préambule reprend les dispositions de ces textes internationaux en consacrant justement, en sacralisant, je veux dire, la propriété foncière. Et la Constitution qui, reprenant dans son préambule ces dispositions et dans son dispositif, renvoie à l'application des textes spécifiques, la gestion du patrimoine foncier, notamment les ordonnances de 74/01 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, l'ordonnance 74/02 du 6 juillet 1974, fixant le régime domanial. Vous avez également les triplés, ce que j'appelle les décrets triplés, les décrets de 76, 165, 166, 167, du 27 avril 1976, qui justement fixe les conditions d'obtention du titre foncier. Ce décret est lui-même modifié par celui de 2025, par 481 du 10 décembre 2005. Vous avez également le décret de 76 qui fixe les conditions de gestion du domaine national. Et vous avez enfin le décret de 76 qui fixe les conditions de gestion du domaine privé de l'État. Et à ce moment-là, c'est là où toute votre question va donc avoir toute sa pertinence, où vous parlez justement des spécificités de ce droit. Je ne sais pas si il faut que j'attende que vous me relancez ou bien que j'embraye, ou bien s'il y a des relances à ce niveau avant qu'on embraye sur la spécificité justement du droit foncier. Oui, alors Jean Syriac, je crois que tu as commencé un bel exposé, que tu devras continuer certainement, mais je tiens à rappeler aux téléspectateurs que l'émission est tournée aux éditions Alexandre Daïdo, et qui est un espace convivial et qui mène littérature et je veux dire divertissement. Alors Jean Syriac,
J'aimerais que tu entres dans les spécificités donc maintenant. Ok. Au niveau des spécificités, il faut dire que la gestion foncière au Cameroun est répartie en 3 catégories. Première catégorie, on va citer le domaine public, qui lui est divisé également en 2. Le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Secondo, nous avons le domaine national, qui lui également est divisé en 2. Le domaine national de première catégorie et le domaine national de deuxième catégorie. Et enfin, la troisième dimension, c'est le domaine privé, lui également divisé en 2. Le domaine privé de l'État et le domaine privé des particuliers, personnes privées comme personnes morales. Ça vaut la peine justement d'être évoqué parce que il y a un flou qui est parfois entretenu même par les spécialistes du droit, notamment sur la troisième dimension, c'est-à-dire que le domaine privé de l'État, le domaine privé des particuliers. Il y a, comme je disais, un flou, une maxime latine, en fait une maxime qui est reprise comme ça en disant, même les juristes, les juristes les plus aguerris, reprennent parfois à tort cette disposition mal interprétée de l'ordonnance de 74, quand les gens disent toutes les terres appartiennent à l'État, ce qui est une disposition complètement sortie de son contexte. Toutes les terres n'appartiennent pas à l'État. Voici ce que dit l'ordonnance de 74, précisément le paragraphe 2 de l'article 1er de l'ordonnance 74, base 01 fixant le régime foncier. L'État est le gardien de toutes les terres. Il faut faire donc la distinction entre la garde d'une chose et la propriété d'une chose. La garde d'une chose et la propriété d'une chose sont 2 notions juridiques formellement apparentes, mais fondamentalement différentes. Je vais prendre un exemple pour que nos téléspectateurs nous écoutent. Permettez-moi de prendre l'exemple suivant. Vous avez ce joli costume, Guy Thomas. J'imagine combien il est important pour vous. Mais vous pouvez juste vous pouvez juste l'avoir loué. Vous avez dit qu'on est dans un endroit très chic. Je ne sais pas s'ils font dans la location de l'espace. Voilà. Cette veste, vous pouvez la porter. Par la théorie de l'apparence, on dit cette veste appartient à M. Guy Thomas Épierre. Alors que M. Épierre ne l'a que loué. Donc il n'est pas le propriétaire. Mais sauf que M. Épierre jouit de cette veste-là, bénéficie des biens de cette veste-là. Vous voyez, je veux qu'on prenne cet exemple terre à terre pour qu'on comprenne. Donc du coup, l'État est le gardien. Le gardien se confond souvent au propriétaire parce que chez le gardien, on retrouve 2 éléments qu'on retrouve chez le propriétaire. Notamment, le droit d'user d'un bien, donc utiliser d'un bien, le droit de bénéficier des fruits d'un bien. Mais à la différence du propriétaire, le gardien ne dispose pas du 3e élément qu'on appelle généralement l'abus, c'est-à-dire le droit d'abuser, le droit d'aliéner, le droit de vendre. Lorsque vous êtes gardien d'un bien, vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez qu'en garder et jouir des fruits. Raison pour laquelle, lorsque vous avez votre propriété foncière, l'État ne peut pas venir la prendre comme ça. Il y a des conditions pour que l'État reprenne votre bien. C'est-à-dire, c'est justement ce qu'on a évoqué, l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue justement par la loi de 85 relative. Donc, il est important que je fasse cette précision-là pour lever le mystère qui entoure souvent cette disposition. L'État est le propriétaire de toutes les terres. Et je vais même plus loin en disant que l'article 2 de la loi de 2004 régissant l'urbanisme va même plus loin, en reprenant un peu en filigrane les dispositions de l'article 1er du paragraphe 2, l'article 1er de l'ordonnance de 74, quand il dit le territoire camerounais est le patrimoine commun de la nation. L'État et les collectivités territoriales décentralisées en sont gestionnaires et garants. Vous voyez très bien que le mot propriétaire ne revient pas. Parce que l'État n'est pas propriétaire de toutes les terres. Il n'est pas propriétaire de toutes les terres parce que lui également a son domaine privé. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand j'évoquais la 3e dimension justement de la répartition des espaces, je disais qu'il y a le domaine privé qui est particulier et il y a le domaine privé de l'État. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre parce que l'État a son domaine privé à lui. Et le mode de gestion du domaine privé de l'État emprunte au mode de gestion du domaine privé des particuliers, c'est-à-dire que l'État, il peut vous vendre son bien. C'est prévu justement par le décret que je venais de citer. L'État
il peut faire ce qu'on appelle la vente de gré à gré, il peut faire la location, le bail amphithéotique, il peut faire... Bref, l'État, tout comme un particulier, a un domaine qui lui est propre et qui justement peut disposer à sa guise. Par contre, le domaine public, qui par nature est insaisissable, imprescriptible, lui, ce n'est pas un bien qui appartient à une personne particulière, mais c'est un bien destiné à l'usage de tous et dont l'État assure justement la gestion rationnelle. Donc, il y a effectivement le domaine public naturel, le domaine public artificiel. Permettez-moi de faire un arrêt sur le domaine public naturel, parce que là aussi, c'est très important. Il faut distinguer le domaine public fluvial, le domaine public maritime, le domaine public terrestre, le domaine public aérien. Lorsqu'on parle du domaine public fluvial, on parle justement de ces fleuves, de ces cours d'eau navigables. On parle aussi souvent, la loi parle des marécages, mais je voulais justement faire un saut au niveau des marécages, parce que lorsqu'on voit quelqu'un dans un marécage, ah ben c'est le domaine public. Non, tous les marécages ne relèvent pas du domaine public, parce que justement la loi de l'ordonnance de 1974, fixant le régime domanial, évoque les marécages comme éléments du domaine public, à l'exception de ceux qui sont aménagés pour les cultures. Donc, vous pouvez avoir votre terrain que vous décidez délibérément de transformer en marécage pour faire certaines cultures. Moi, j'en ai vu d'ailleurs des gens qui faisaient justement ce genre de choses pour la culture des légumes, par exemple. Donc, la disposition justement de cet espace-là, qui prétend être marécageux, n'appartient pas forcément, ne relève pas forcément du domaine public. Il peut relever justement du domaine privé des particuliers. Et maintenant, au niveau justement des règles du urbanisme, toute concession n'est donc pas aussi autorisée sur cet espace-là. D'accord, Jean-Cyriac. Je note que le domaine privé et le domaine public sont différents à la réalité. Mais est-ce que, pour nos téléspectateurs, vous pourriez donner plus de détails sur ces différences entre domaine public et domaine privé? Oui, comme je disais, le domaine privé qui est divisé en deux, comme je l'ai dit, le domaine privé des particuliers, quand je parle des particuliers, c'est des particuliers, personnes physiques, personnes morales, les collectivités coutumières, et je relevais également le domaine privé de l'État. Maintenant, au niveau du domaine privé des particuliers, c'est une très belle question d'ailleurs, je vous en remercie. Il faut donc comprendre, j'ai l'impression que vous voulez aussi comprendre le mécanisme d'acquisition. Je ne sais pas si c'est le mécanisme d'acquisition de ce domaine privé-là. Alors, ça nous permet de revenir sur le domaine national que j'évoquais tout à l'heure et que je n'ai pas si bien détaillé. Faisons simple. Pour acquérir un espace à titre privé, vous avez en face de vous plusieurs possibilités. Première possibilité sur le domaine national de première catégorie. Parce que le domaine national de première catégorie, c'est l'ensemble des terres occupées ou exploitées ou alors mises en valeur avant le 5 août 1974. Donc, sur cet espace-là, vous, en tant que particulier, ou alors une communauté, peut effectivement faire ce qu'on appelle l'immatriculation directe. Vous pouvez à ce niveau-là faire une immatriculation directe. Et la procédure, c'est quoi? C'est que vous faites une demande à la sous-préfecture, territorialement compétente, en 4 exemplaires, dont l'original doit être timbré. Donc, vous faites donc une demande à ce niveau-là, avec toutes les commissions qui vont avec. Le dossier va suivre son cours, etc. Je peux faire qu'à une prochaine émission, on entre en profondeur. Et vous avez une autre possibilité, c'est l'immatriculation par la voie de la concession. Et la concession, c'est, vous pouvez obtenir justement une immatriculation à partir de la concession sur le domaine national de deuxième catégorie. Tout à l'heure, on a parlé du domaine national de première catégorie où vous pouvez faire l'immatriculation directe. Et au niveau du domaine national de deuxième catégorie, vous pouvez procéder par la concession. C'est quoi en fait? Il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit d'une procédure sur ce domaine national de deuxième catégorie qui, par définition, est l'ensemble des terres exploitées ou l'ensemble des terres que vous n'avez pas exploitées, voilà, inexploitées ou inutilisées. Donc c'est sur cet espace-là que vous pouvez faire l'immatriculation pour la concession. Et elle est de 5 ans minimum. Au bout justement de ces 5 ans, l'autorité compétente va évaluer si effectivement vous avez mis en valeur comme ça se devait selon le cahier de charges qui vous a été donné. Et il faut aussi rappeler que
pour les concessions de moins de 50 hectares, c'est le ministre du cadastre qui en est compétent. Et pour les concessions de plus de 50 hectares, c'est le président de la République qui en est compétent. Et l'autre procédure pour l'immatriculation, c'est soit le morcellement, soit la mutation, ou alors soit la fusion. Le morcellement, on va y arriver, on y arrive. C'est une procédure à partir de laquelle vous obtenez un titre foncier à partir d'un titre foncier qui existe déjà. C'est-à-dire que j'ai un titre foncier, ce qu'on appelle généralement les titres fonciers maires. Alors j'ai un titre foncier maire, il s'appelle peut-être le 1749 W, je ne sais pas trop quoi. Et je veux vendre, je veux céder une partie à titre gratuit ou bien à titre onéreux à une personne. Alors on procède justement par le morcellement. Le morcellement, c'est justement le fait d'obtenir un nouveau titre, un titre foncier à partir du titre foncier existant. Le titre foncier maire reste, mais sauf qu'il se demande, une partie de lui quitte un peu pour avoir désormais sa part d'autonomie. C'est un peu comme cet enfant qui part de la maison pour se chercher, comme on dit trivialement. Donc voilà, c'est ça la procédure du morcellement. Mais maintenant, il y a la procédure de la mutation. C'est-à-dire que vous avez un titre foncier que vous vendez entièrement à quelqu'un et par l'effet justement de cette vente ou alors d'une donation, le titre foncier va être muté au nom de du nouvel acquéreur. C'est-à-dire que le titre foncier cesse d'être votre propriété et il devient la propriété entière d'une autre personne. Vous avez vu, contrairement au morcellement où votre titre foncier ne reste, mais sauf qu'il est démembré. Il y a une partie qui s'est détachée pour justement entrer dans le patrimoine d'une autre personne. Donc, c'est pratiquement la même procédure avec la fusion, c'est-à-dire que deux titres fonciers qui se mettent en fusion pour sortir, pour devenir justement un seul. Donc, voilà un peu ce que je peux dire au niveau des procédures concrètes en matière d'immatriculation. Alors, je constate que le législateur a fait un travail remarquable. Et malgré ces tests, la puissance de ces textes, on constate qu'il y a quand même quelques problèmes ou qu'il y en a beaucoup. Mais avant d'entrer dans ces problèmes, j'aimerais quand même vous poser une question. L'immatriculation directe dans le domaine national peut être faite par tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut y avoir accès. Oui, c'est vrai que ici la loi que j'évoquais tout à l'heure sur la gestion du domaine national, tout Camerounais, parce qu'effectivement il y a souvent eu ce débat, c'est que est-ce que tout Camerounais, toute personne peut effectivement entreprendre cette démarche? Oui, parce que le droit le dit, la loi camerounaise le dit. Tout Camerounais qui justifie son appartenance, on dit bien tout Camerounais qui justifie son appartenance à une communauté, à une collectivité, peut effectivement demander, engager une procédure d'immatriculation directe sur cet espace-là. Et là, c'est à vous de prouver que vous appartenez à cette communauté, à cette collectivité-là. Et je crois que justement, il y a un mécanisme qui permet effectivement de vérifier tous ces éléments, mais sauf que on a une réalité qui est tout autre. Et j'espère que peut-être dans une autre édition, on en reviendra. Pourquoi pas. Donc cela signifie que si on n'appartient pas à la communauté, il est difficile ou impossible d'avoir oui, il est pratiquement difficile, puisque si ça fait partie des conditions, il faut effectivement que la communauté vous le reconnaisse comme appartenant à leur communauté, à la collectivité pour justement engager cette procédure-là. Alors comment expliquez-vous aujourd'hui, avec des textes aussi forts, que le foncier soit devenu le problème majeur de ce pays? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même que... j'ai compris déjà que l'État est un acteur clé du foncier, mais si je vous demande quels sont les acteurs clés du foncier, qu'est-ce que vous direz à vos téléspectateurs? Les acteurs clés du foncier, il y a d'abord le législateur, on saurait nier son importance, c'est lui qui fixe le cadre. Il y a l'État à travers justement ses démembrements, comme on a cité tout à l'heure la loi qui donne compétence à l'État d'encadrer, de gérer, d'en être le gérant. Et comme autre acteur, il y a les spécialistes de ces questions-là. Il y a également les usagers, vous et moi, nous en sommes tous des acteurs. Donc,
en quelque sorte, voilà comment on peut hiérarchiser les acteurs qui interviennent sur la question foncière. Donc les textes sont bons, ils sont forts, les acteurs sont bien définis, mais comment cela se fait-il qu'on a autant de problèmes? Vous pensez que le problème se situe à quel niveau? C'est au niveau de l'interprétation des textes ou au niveau des acteurs? Non, c'est pas au niveau de l'interprétation des textes. Il y a plusieurs raisons qui justifient le fait qu'on soit dans cette situation. C'est que on a décidé de prendre la force du droit et mettre de côté pour faire prévaloir le droit de la force. Donc, la force du droit, on dit mets-toi de côté. Là, nous, on va faire la force, le droit de la force. À côté de ça également, la question que vous posez est très pertinente et ça fait partie de nos travaux, les travaux sur lesquels nous penchons depuis des années. La législation camerounaise en matière foncière aussi, ou alors vacille entre le conservatisme et le modernisme. Vous voyez, on est en 2025, vous vous rendez compte que des lois de 74 s'appliquent encore. Or, ces lois ne cadrent plus avec la réalité démographique, économique, structurelle actuelle. Et c'est pourquoi il y a donc un problème. Vous allez prendre la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique qui date de 85 et son décret conséquent et les tests qui gravitent autour, par exemple en termes de mercurial, vous allez comprendre que ça ne répond plus aux besoins actuels. Il y a eu certes des évolutions. En 2008, je cite ce décret, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas trop que je cite ce décret. C'est le décret de 2008 portant l'aménagement du foncier, qui est venu quand même prendre une position que le législateur, enfin que le juge, la jurisprudence, avait déjà prise depuis. Vous voyez, la loi de 85 parle d'expropriation, on exproprie quelqu'un qui a un titre foncier. Mais sauf que le décret de 2008 portant l'aménagement du foncier est quand même pertinent. Quand il dispose dans son article 6, je crois, que lorsque l'État veut réaliser les projets de restructuration ou de structuration urbaine, l'État procède à l'identification des personnes avec ou sans titre foncier et les indemnise. Vous voyez, donc il y a une évolution du droit qui tient quand même compte des prescriptions internationales, parce que le droit international a mis l'accent sur la protection de l'occupation en lieu et place de la protection du titre d'occupation. Parce que le titre d'occupation, c'est quoi? C'est le titre foncier. Mais or, le droit international va un peu dans une mesure où, lorsque vous êtes quand même sur un espace, sur un certain laps de temps, après avoir fait un certain nombre de temps, il est quand même important qu'on prenne en compte le fait que vous ayez viabilisé un espace avant de vous faire partie de Manu Militaire. Donc, mais il faut quand même aussi dire que c'est une position que le juge camerounais avait quand même pris depuis. C'est une position que le juge camerounais avait pris depuis, dans la mesure où, même quand vous êtes détenteur d'un titre foncier, et que quelqu'un vient s'installer sur votre titre foncier, ne vous dites pas que parce qu'il est sur votre titre comme ça, il a conçu, vous allez le dégager comme ça. Non. Le juge fait référence ici à ce qu'on appelle la bonne foi. C'est-à-dire que le juge doit apprécier la bonne foi ou la mauvaise foi de celui qui s'est installé sur votre terrain. Vous voyez donc que, quand je parlais tout à l'heure de démystifier sur le plan juridique les contours des procédures foncières, c'était justement pour mettre en lumière ces éléments-là. Donc, même quand vous avez un titre de propriété et que quelqu'un est installé sur votre parcelle, faire partie de cette personne requiert encore un certain nombre de procédures. Et votre question également trouve toute sa pertinence, parce que là, ça nous permet d'embrayer sur un pan sur les éléments du titre foncier qui, d'après l'article 1er du décret de 76 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, dispose que le titre foncier est inattaquable, intangible et définitif. Qu'est-ce que ça signifie, tous ces gros mots-là qu'on met souvent dans les textes-là? L'inattaquabilité du titre foncier, ça veut dire que lorsque vous avez un titre foncier, en principe, il ne peut plus faire l'objet soit d'un retrait. Donc personne ne peut plus vous perturber sur cet espace. Mais sauf que, je crois au niveau il y a des dispositions ultérieures qui prévoient des exceptions à ce principe-là. Donc en principe, l'inattaquabilité d'un titre foncier, c'est que lorsque vous l'avez, quelqu'un ne peut plus venir, vous pouvez pas venir dire non, bref, ça vous consacre une sorte de propriété, mais sauf que c'est une
consécration foncière fragile. D'accord. Maintenant, permettez-moi d'envoyer sur les deux derniers éléments, l'intangibilité, le caractère définitif. Le caractère intangible veut dire qu'en principe, il ne peut plus faire l'objet de quelques modifications que ce soit. Mais encore là, il y a une exception. Et le caractère définitif, c'est que, voilà, c'est une fois qu'il est établi, il ne peut plus vous être retiré, mais sauf que, voilà, ça... Ok, Josiak, merci beaucoup pour ta démonstration. Mais avant de continuer, vous avez parlé des termes techniques et juridiques qui sont complexes. Mais ma grand-mère qui est au village aura du mal à comprendre ce que c'est que la mercuriale. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que la mercuriale avant de continuer, avant de parler des enjeux du foncier? La mercuriale, c'est un élément très important et on ne va pas complètement développer ça aujourd'hui, mais je crois que pour les prochaines émissions, on va entrer en profondeur. Mais s'il faut planter le décor, puisque vous insistez, la mercuriale, c'est la valeur marchande que représente un espace dans une zone précise à un moment donné. La mercuriale, c'est-à-dire que c'est la valeur, c'est-à-dire c'est le coût, comme on dit, le coût. C'est-à-dire que j'ai un terrain aujourd'hui qui est situé à Makepe, à Bonabéry, à Bonamoussadi. Il y a justement des textes qui disposent que voilà, un terrain qui est situé dans telle zone précise, en ce moment précis, en fonction de certains aménagements précis, j'ai failli oublier, cet espace-là va connaître une certaine valeur différente d'un autre espace dans un autre endroit. Donc la mercuriale, pour faire simple, pour dire à la mamie qui nous écoute ou au papy qui nous écoute, c'est vraiment c'est le coût, c'est l'estimation, la valeur que représente votre bien à un moment donné dans un espace donné en fonction de, pour dire simple, des servitudes. Est-ce que la route qui mène même à ce terrain-là est goudronnée? Est-ce que ce n'est pas goudronné? Vous voyez, il y a un texte qui apporte toutes ces précisions et je crois que je vous suggère que ça fasse l'objet d'une autre émission pour qu'on entre justement en profondeur de ces éléments-là. La suggestion acceptée, donc coût, valeur. Alors, la terre a un coût. Elle est dynamique, mais elle a une valeur qui est, je dirais, non seulement statique, mais je dirais même à la limite éternelle. Alors, quels sont les enjeux, après qu'on ait défini aussi bien la problématique, quels sont les enjeux du foncier pour aujourd'hui et pour demain? Les enjeux du foncier sont pluriformes. Les enjeux sont d'abord historiques, économiques, démographiques. Historique, pourquoi? Parce que le lien que l'Africain ou alors les membres des communautés, le lien affectif, l'attachement affectif qu'on a avec notre terre fait en sorte que on la préserve et on la sauvegarde. C'est pourquoi dans certaines us et coutumes, il y a ce qu'on appelle l'exo-intransmissibilité de la terre. C'est quoi l'exo-intransmissibilité de la terre? Je vais définir. C'est qu'en fait, pour conserver les terres communautaires, les anciens faisaient en sorte que les femmes n'héritaient pas. Parce que lorsqu'une femme hérite, quand elle va aller en mariage, elle ira avec sa part de bien. C'est-à-dire que si le papa a laissé 10 hectares, elle est peut-être de, je vais prendre, prenons les exemples terre à terre, elle est de Daïdo, elle a hérité de 3 hectares, pas le lien du mariage avec quelqu'un qui vient, d'ailleurs, pas forcément de Daïdo, mais peut-être de, je ne sais pas, de n'importe quelle contrée, pas le fait du mariage, sa part de 3 hectares entre dans son bien à elle, et ça se transmet, ça entre aussi dans l'héritage commun avec une autre communauté. C'est pourquoi dans les anciens, je ne sais pas ce qui gouvernait vraiment leur logique, mais je crois que c'est l'attachement à la terre. Les anciens faisaient en sorte que les femmes n'héritaient pas. Du coup, la femme elle allait en mariage, elle laissait tout sur place, et c'est les hommes qui héritaient parce qu'on savait que les hommes, c'est eux qui amènent en mariage, et ça permettait justement de conserver la terre. Donc voilà un enjeu historique, mais qui est aujourd'hui mis en ballottage avec justement le modernisme et tout ce qui va avec. Le deuxième élément, c'est l'élément économique. Vous allez voir que la problématique foncière ne se pose pas dans le littoral, comme dans d'autres régions, parce qu'il y a des enjeux économiques.
l'attractivité, par exemple, de la région du littoral, attire vers elle plusieurs autres compatriotes, plusieurs autres Africains, ce qui fait donc que ça donne une autre valeur, une autre dimension, ça crée donc ce qu'on appelle le conflit de l'espace. Et quand je dis même le conflit de l'espace, je suis un peu modéré, mais ça crée ce qu'on appelle la gourmandise de l'espace. Une gourmandise qui se matérialise par ce que moi j'ai appelé, dans un ouvrage qui va apparaître bientôt, la pieuvre foncière. C'est quoi la pieuvre foncière? Je la matérialise comment? C'est que c'est une... La pieuvre, c'est cet animal aquatique qui a un corps, un cerveau et qui a beaucoup de tentacules. Donc vous allez donc voir que le cerveau de la pieuvre foncière est situé au cadastre. Parce que c'est de là que tout part. C'est là-bas, c'est le cerveau, c'est la tête. Lorsque vous voyez les magouilles foncières qui se passent là, c'est parce que justement il y a des techniciens logés à une enseigne dans une institution précise qui justement aide à le faire. Et maintenant, les tentacules, c'est qui? Les tentacules, c'est tous ces gros bras, tous ces grands hommes d'affaires, ces gens qui profitent justement des opportunités qu'offre l'administration. Vous allez entendre que tel sous-préfet, tel préfet a tel nombre d'hectares, tel homme d'affaires a tel nombre d'hectares, et parfois justement au mépris des communautés, au mépris des individus, vous avez votre espace foncier là, vous savez que tout se passe bien. Après, du jour au lendemain, vous voyez des gros engins qui arrivent, on vous dit que non, c'est tel qui a acheté votre espace. Et lorsque vous allez fouiller, vous allez voir que c'est tel là, c'est tel homme d'affaires, c'est tel homme. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est quoi je vois des enjeux économiques. Et maintenant, pour sortir, les enjeux démographiques. Vous allez voir que à Douala, par exemple, dans le Vouri, qui est saturé, l'accès à la terre est un véritable problème. Mais lorsque vous allez dans les zones périphériques, vous allez voir qu'il est encore possible de vous acquérir un lopin de terre parfois à vie près. Donc, voilà les enjeux. Le putain, j'ai failli l'oublier. Le troisième enjeu, c'est le législateur qui, à mon humble avis, à mon humble de respectueux avis, doit repenser le cadre foncier au Cameroun. Le cadre foncier ne correspond plus aux exigences démographiques, économiques et structurelles actuelles. Il faut repenser. Lorsqu'on vous dit par exemple que pour faire l'immatriculation sur le domaine national de première catégorie, il faut montrer que vous l'avez mis en valeur avant le 5 août 1974. Eh bien, quand même, aujourd'hui, la population camerounaise est relativement jeune. Quel est le jeune aujourd'hui qui peut faire une immatriculation directe et montrer qu'il a utilisé cet espace-là avant le 5 août 1974? Donc, ça, il faut reprendre. C'est pourquoi maintenant, face à la difficulté de cette procédure, beaucoup se rouvent vers la concession en ne respectant pas les conditions, les clauses relatives justement à la concession. Donc, je crois qu'il faut repenser le système foncier camerounais. Il faut une profonde réforme foncière pour justement contourner les enjeux que nous venons d'évoquer. Donc si on comprend bien, le problème du foncier, c'est la pieuvre et ses tentacules. et on comprend que le nœud gordien du problème se situe au cadastre. C'est le cerveau. C'est le cerveau de tout. Alors, comme expert, quels moyens préconisez-vous pour améliorer la situation législateur, gros bras ou personnes nanties, d'un pouvoir ou financièrement, et le législateur? Comme solution, premièrement, c'est la réforme foncière. La réforme foncière, peut-être en s'inspirant du modèle rwandais, parce que le Rwanda a quand même mis sur pied une politique foncière qui est intéressante. Premièrement, le Rwanda a dématérialisé l'accès au foncier, c'est-à-dire que à partir de votre téléphone, vous pouvez engager votre procédure foncière. Contrairement au Cameroun où, alors là, vous avez beaucoup de barrières. Vous voyez derrière que la procédure foncière au Cameroun fait intervenir beaucoup d'acteurs. D'abord, l'administration territoriale, ensuite le cadastre, et après les notaires et tout ça. Vous voyez? Donc il faut dématérialiser la procédure d'accès au foncier comme ça se fait au Rwanda aujourd'hui. L'autre solution, et peut-être pour vous montrer également la pertinence de cette dématérialisation, c'est que lorsque vous prenez votre téléphone, vous entrez justement dans le système, vous pouvez savoir
le terrain, tel terrain appartient à telle personne. Il n'a plus, il faut aller d'abord prendre le certificat pour certifier quoi que ce soit. Non, quand vous prenez la map, vous regardez, vous savez que ici, là, sur le terrain de tel, voici encore l'espace qui est vide, voici l'espace qui est vide. Donc ça, c'est possible. Et le deuxième élément, qui ne semble pas très apprécié, mais c'est la limitation des mètres carrés, par exemple. Parce que imaginons une seule personne, à elle seule, à 20 hectares, 10 hectares, mais les autres vont avoir quoi? Donc moi je pense qu'il faut faire aussi, comme au Rwanda, limiter le nombre de mètres carrés. On peut se dire par exemple, sur toute l'étendue du territoire national, vous avez un espace à titre privé, hein, c'est-à-dire pas pour les besoins économiques, parce que pour les besoins économiques, ça peut encore faire l'objet, ça peut faire justement l'objet d'un autre réaménagement, mais vous êtes là à titre privé, vous avez à vous seul 5 000 hectares, 10 000 hectares. Moi je pense qu'on peut vous imposer, on peut imposer à chacun d'avoir sur tout l'espace du territoire camerounais, je vais dire n'importe quoi, maximum 5 000 mètres carrés. De telle sorte que lorsque vous avez atteint votre taux de 5 000 mètres carrés, il n'est plus possible pour vous d'acquérir un titre foncier quelque part. Donc moi je pense que voilà les deux solutions, dématérialiser la serre, réduire justement le nombre de propriétés, mais tout en tenant compte de certaines spécificités. Par exemple, les communautés ont besoin des espaces de vie, les communautés ont besoin des espaces vitaux pour justement assurer la durabilité, la pérennité justement de leur culture. Alors, Jean Syriac, au vu de vos explications, comment peux-tu expliquer qu'un individu qui opère une immatriculation directe dans le domaine national, alors qu'il n'est pas membre de la communauté villageoise sur le territoire, se trouve sur le terrain? Comment peut-on expliquer? Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont les magouilles, ce sont les... Aujourd'hui, avec l'argent, je vous ai évoqué tout à l'heure. Excusez-moi de venir dessus tout le temps. C'est important, c'est important parce que la répétition est aussi la mère des études. Il y a ça, il y a le poids financier. Hein. Les cours sont tellement profondes. L'une des choses déjà, au niveau des communautés, regardez parfois qui on met à la tête des chefferies. Parfois, c'est des gens qui n'ont même pas un lien. Vous pensez que celui-là qui n'a pas de lien et qu'on lui apporte une mallette bourrée d'argent, il va dire arrête de moi Satan. Non, il ne va pas le dire. Il va justement succomber. Mais je crois qu'il y a des communautés quand même traditionnelles qui sont fermes là-dessus, qui justement luttent pour la préservation de l'espace coutumier. Donc, il y a donc ce cas, les cas où des gens viennent par force prendre le terrain. Je ne sais pas si vous avez suivi le dossier à Beaumonon, où dans le cadre d'une rétrocession de 200 hectares, on découvre que 80 hectares sont déjà partagés et des gens qui n'appartiennent pas à la communauté. Et lorsqu'on fait des enquêtes, on voit qu'ils sont dans tel ministère, donc ça va dans tous les sens. Et comme je disais tout à l'heure, les personnes qu'on met à la tête de nos chefferies qui ont cessé d'être parfois des garants de la tradition, mais sont des relais des partis politiques, ça ne permet plus effectivement d'avoir un socle solide sur laquelle reposent nos traditions. Donc c'est pourquoi justement ils sont faillis justement à des propositions de corruption pour, je ne sais pas, dire forcément que telle personne appartient à une communauté alors que cette personne en réalité n'appartiendrait pas à cette communauté. Alors, Jean Syriac, j'ai une question d'un téléspectateur, M. Iteki. Il demande comment peut-on acquérir un terrain dans le domaine privé de l'État? Très bien, c'est une pertinente question. Pour acquérir, on dit le décret de 76 qui fixe justement les conditions de gestion du domaine privé de l'État dispose que toute personne désireuse acquérir un espace domaine privé de l'État en fasse une demande à monsieur le préfet. Donc il faudrait déjà qu'il ait identifié l'espace en question, faire une demande au préfet de la localité territorialement compétente pour justement engager la procédure. Et ensuite, le préfet va mettre sur pied une commission qui va faire justement des enquêtes, évaluer bien d'autres choses. Et si le dossier est concluant, il sera acheminé au niveau du cadastre. Et à ce niveau-là, on pourra faire
soit une vente de gré à gré, parce que ça c'est ça la procédure. Donc l'État peut, à partir de la procédure de gré à gré, pour vendre son espace, ou alors il peut le faire par adjudication, bref, il y a plein d'autres. Mais la procédure consiste justement à faire, premièrement, la demande à monsieur le préfet territorialement compétent. D'accord. Alors, Jean Chirac, tout à l'heure, on a parlé du cas de Bomono, avec un excès. Le cas de Bomono me rappelle à notre souvenir la douloureuse question de Nicolo, qui, à mon humble avis, semble être un autre abus. Comment pourrait-on expliquer à un enfant qui va à l'école et qui revient à midi, sachant que son parent est propriétaire d'une terre, donc l'enfant est propriétaire de cette terre, il revient de se les jeter à la rue? Comment cela peut s'expliquer? Comment pourrait-il s'expliquer? Le dossier d'Icolo, qui est un dossier que je maîtrise parfaitement bien pour avoir été justement au four et au moulin dans cette affaire, pour avoir été également membre de la commission, la sous-commission des mises en valeur immatérielles, instituée par M. le gouverneur de la région du littoral. Le dossier d'Icolo, c'est ce que j'ai inscrit dans ce qu'on appelle, vous voyez, s'il existe le rêve américain, il existe aussi le miracle camerounais. Donc d'Icolo entre dans ce qu'on appelle le miracle camerounais, parce que on ne comprend pas comment les personnes propriétaires sont soi-disant expropriées, mais sauf que le décret d'expropriation ne les mentionne pas expressément, mais ça mentionne un autre titre foncier. Donc, c'est pourquoi je vous ai tout à l'heure évoqué la preuve foncière et à vouloir vous démontrer que le cerveau se trouve dans un ministère qui a justement la charge de réguler cette affaire. Donc, le dossier d'Icolo, c'est ce que nous avons appelé le miracle camerounais, parce que tous les juristes étaient quand même unanimes qu'à Dicolo, il ne s'est pas agi d'une expropriation pour cause d'utilité publique, il s'est agi justement d'une bavure, et c'est pourquoi le juge, qui est la bouche de la loi, d'après un penseur, le juge qui est la bouche de la loi a dit, dans ce cas, dans le cas d'espèce, que voilà, l'expropriation de Dicolo a été victime d'un abus. Et je crois que, bien que l'affaire est dans des instances supérieures, nous osons croire qu'elle va tout simplement reprendre ce que les autres juridictions ont dit. Donc, à Dicolo, il s'est agi d'une bavure où les procédures la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'a respecté ni l'esprit ni le texte de loi. Et on s'est plutôt retrouvé en face d'une bavure, permettez l'expression, d'une sorte de sauvagerie. Hein. Vraiment, c'est le mot qui va avec. Et moi, mon souhait, c'est que justement, tous ceux qui ont trempé dans cette affaire, tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans cette barbarie, dans cette déshumanisation, dans cette désacralisation même du titre foncier, soient purement et simplement punis, conformément au texte en vigueur. Jean Chirac, vous avez parlé de sauvagerie, de barbarie et de déshumanisation. Je m'en voudrais un peu de terminer cette émission sans en appeler aux sociologues que vous êtes. Et donc ici, il lieu d'évoquer une fois de plus ce souvenir douloureux de Nicolo et de poser des questions aux psychologues sur les conséquences humaines, psychologiques et sociologiques de cette affaire. Les conséquences sont pluriformes. D'abord, il y a la fracture familiale. Vous voyez, vous avez évoqué tout à l'heure des enfants qui vont à l'école, le matin, il a fait bisous à ses parents, mais il rentre, il trouve le déluge, il trouve le désastre. C'est un choc émotionnel. C'est un choc, c'est un traumatisme qu'on ne saurait réparer en quelques secondes. Vous voyez des personnes qui étaient couchées malades dans les maisons, qu'on sortait manu militari pour transporter à l'hôpital. Il y a la désacralisation du titre foncier, comme j'ai dit, parce que le titre foncier, il est sacré, c'est la certification officielle de la propriété foncière. Et à Dicolo, il y en avait, bien évidemment. Quand je parle également de la déshumanisation, vous avez vu ces tombes qui ont été profanées, l'histoire mythique, la mémoire, la charge historique de Dicolo a été foulée au pied du ridicule, parce que nous savons très bien que Dicolo a une mémoire, une charge historique
traditionnelle profonde. On sait bien que c'est à Dikolo que Douala Mangabel a passé ses derniers instants, hein, quand il lui avait donné la possibilité de fuir, hein, vers les montagnes pour échapper à ces tortionnaires. Mangabel, il est passé par là, il a séjourné, il est rentré, retrouver ceux qui lui ont donné la mort héroïque qu'il bénéficie aujourd'hui. Donc, Dikolo et ses charges historiques, ça a été foulé. Moi, je crois qu'il est important de réparer ce tort, parce que les générations que nous sommes, les générations qui viendront après nous, auront des comptes à rendre. On aura des comptes à leur rendre. Comment des espaces culturels, des espaces chargés d'histoire comme cela sont foulés au pied du ridicule sans qu'il y ait des répercussions à l'endroit de ceux qui les ont commis aujourd'hui. Le Gondo est un patrimoine de l'UNESCO, nous en sommes tous fiers. Mais moi je dis, je suis fier, mais à moitié, parce que je dis, il y a un certain nombre de faits, d'éléments qui n'ont pas été réparés et qui doivent entrer dans notre histoire, qui doivent être conservés pour que justement nous puissions raconter aux générations qui viendront après nous ce qui a été fait pour qu'eux aussi bénéficient ou alors eux aussi soient des témoins comme nous en sommes aujourd'hui. Merci Jean-Cyriaque. Comment conclure un échange si édifiant sans avoir un pincement au cœur et se risquer de dire prosaïquement que les bonnes choses ont toujours une fin? Mathilde Foncier, il n'y a jamais de fin. Parce qu'une porte qui se ferme est une autre qui s'ouvre. Dans 2 semaines, pour la prochaine émission, nous allons ouvrir la porte du titre foncier. On aurait aimé parler du DEP, mais ça viendra après. Jean-Cyriaque, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous étions aux éditions Alexandre, que nous remercions de tout cœur. On remercie également toute l'équipe en studio. Merci à vous toutes et à vous tous, chers téléspectateurs. Et à très vite. Namuni muni mongo mabobe, enanga wadeli ya muna.